Nous ne pouvons plus faire comme si cela n'avait pas eu lieu. C'est difficile. Personne ne parvient encore à se familiariser avec ce qu'est devenu le sommet de la ville. Même les noms des rues donnent l'impression d'être là pour souligner ironiquement la disparition. À l'endroit où se dressait notre édifice le plus représentatif, le plus précieux, s'étendent aujourd'hui le ciel vide et un spectacle désolant de ruines et de décombres. L'exaspération a atteint son comble à l'annonce de la version définitive des faits. Le communiqué final tient en une page et 3 lignes en langue de bois évoquent les aspects les plus superficiels du sujet. L'annonce a été brutale, nous n'étions pas préparés. On ne nous a donné aucune explication. Comment trouver l'apaisement dans ces conditions? Comment trouver le réconfort? L'annonce a été faite par écrit et le nom de son rédacteur n'est pas mentionné. Nous ne sommes pas censés demander des précisions. Le vendredi 17 de ce mois, à 20h13, cette minuscule explosion, presque imperceptible, a éclairé fugitivement, telle une étincelle, le complexe architectural qui surplombe la ville. L'endroit s'est illuminé dans un silence incompréhensible. Un éclair d'une blancheur éclatante a jeté un instant dans les ténèbres tout le quartier, même les projecteurs. Puis, les feux se sont subitement éteints et le sommet de la colline s'est trouvé enveloppé d'un nuage de poussière et de fumée. On a entendu ensuite le craquement sourd des marbres qui s'écroulaient. Une flamme vacillante a faiblement éclairé les lieux qui, pour la première fois, étaient plongés dans l'obscurité. Peu après a eu lieu une seconde explosion. Des dizaines de personnes se sont mises à courir, frénétiquement, mais sans pouvoir se frayer un chemin parmi les décombres. Personne ne savait ce qui était arrivé. Personne ne pouvait imaginer ce qui était arrivé. La catastrophe s'est produite d'un seul coup, presque silencieusement, comme un événement inconcevable, littéralement incroyable. Un sentiment d'apathie et de perplexité a saisi la ville. Personne ne pouvait en croire ses yeux. Les passants, frappés de stupeur, levaient la tête. Les magasins, les bureaux, les guichets s'étaient vidés. Des milliers de gens étaient sortis dans les rues et restaient là, immobiles, silencieux, les yeux levés vers le sommet de la ville. La vie était frappée de paralysie. Les autobus et les voitures s'étaient arrêtés en plein boulevard et les conducteurs étaient sortis de leurs véhicules, figés au milieu de la chaussée, sans voix, leurs regards convergeant tous vers le même endroit. L'immobilité était totale, comme si le temps était pris dans la glace. Un calme irréel régnait. Des spectateurs indigents avaient envahi, stupéfaits, les balcons des immeubles et les hôtels du centre. La vie s'était arrêtée. Seule une mince flamme semblait encore trembloter au sommet de la ville. Rien ne s'est produit. Des heures durant, nous avons retenu notre souffle, impuissants. Des heures durant, tout est resté en suspens. Puis la nuit est tombée, la foule s'est dispersée petit à petit, et la ville a repris vie, engourdie. Quelques-uns ont trouvé le courage de s'approcher du rocher. Des hélicoptères ont patrouillé toute la nuit jusqu'au petit matin, déchirant le ciel obscur du faisceau de leurs projecteurs. Ce soir-là, toute la population s'est retranchée chez elle. Aux premières lueurs du jour, a débuté la tâche difficile, pénible, de l'estimation des dégâts. Le spectacle était démoralisant. Le monument avait été littéralement pulvérisé. Un petit cratère s'ouvrait au centre du rocher. Les constructions restantes s'étaient également muées en un amoncellement de ruines et de gravats. Des blocs de marbre et des morceaux de métal, les étais utilisés pour la restauration, avaient été projetés de tous côtés. Malheureusement, un morceau de la falaise s'était détaché sous l'effet du choc et avait saccagé l'odéon romain en contrebas. Les verrières du musée étaient intactes au pied de la colline, reflétant le ciel désormais vide. Les spécialistes ont eu du mal à dissimuler leur abattement quand ils ont annoncé que la catastrophe était irréversible. Leur porte-parole n'a pas pu retenir son émotion. La conclusion du rapport dresse un premier bilan de l'événement.
On a de bonnes raisons de penser que la déflagration a été provoquée par une charge de plastique préparée par un professionnel, ce qui éveille les soupçons. Le mécanisme de mise à feu reposait sur un assemblage d'horlogerie classique avec retardateur, détonateur, batterie, etc. L'auteur des faits avait étudié de près l'architecture des lieux et, selon toute vraisemblance, il avait de sérieuses connaissances en matière de mécanique statique. Qui plus est, il avait minutieusement réparti les quantités nécessaires de plastique dans les jointures de l'édifice, jusque et y compris entre les fûts des colonnes. Le monument, éreinté par le passage du temps, n'a pu opposer de réelle résistance. Son armature de marbre, pentélique, s'est affaissée d'un coup. La première explosion a provoqué un écroulement vers le cœur du monument. Une fois la structure effondrée et réduite à une montagne de ruines, alors la plus grosse quantité d'explosifs, qui avait été disposée au centre, a pris feu. Les grues et les échafaudages ont parachevé le désastre, en écrasant et broyant ce que l'explosion n'avait pas déchiqueté. Dès le lendemain, une opération policière de grande envergure a été déclenchée. Des milliers de suspects ont été déférés par les autorités de sûreté de l'État. La peur régnait. Et chacun regardait son voisin avec suspicion. La plus grande angoisse était qu'on dise de tel ou tel « lui, dans le fond, il approuve ce qui s'est passé ». Et de fait, certains s'en félicitaient. Parallèlement, les médias se sont activés. Ils ont passé en revue une série de coupables potentiels et se sont perdus en supputations sur les éventuels commanditaires. Même l'évêché a été mis à contribution pour découvrir les coupables. Chacun sait que le chef-d'œuvre a servi de temple chrétien à une période de son histoire. Même si la police a été accusée par des associations de défense des droits de l'homme de persécution contre des immigrés, contre des groupes politiques marginaux et autres indésirables, malgré des manifestations de violence racistes ici ou là, l'enquête a été immédiatement couronnée de succès. L'auteur du crime a été localisé dans un appartement au dernier étage d'un immeuble du centre. On a trouvé chez lui des croquis préparatoires de l'attentat criminel. Il s'appelle CHK. Seules ses initiales ont été rendues publiques. C'est un jeune, marginal, de 21 ans, sans emploi. D'après les informations dont on dispose, son acte résulte d'un plan et d'une inspection des lieux élaborés depuis longtemps. Le jeune homme a placé sa charge mortelle l'après-midi du vendredi. Ensuite, il a suivi le macabre déroulement de l'événement depuis son repère. On croit savoir que son arrestation n'a pas présenté de difficulté, vu que l'individu lui-même, après l'explosion, poussait des cris de triomphe depuis le toit-terrasse de son immeuble. Un silence inattendu recouvre la question du mobile. Selon des informations non vérifiées, CHK a signé des aveux dans lesquels il explique que ce qui l'a conduit à cet acte affreux Selon des informations non vérifiées, CHK a signé des aveux dans lesquels il explique ce qui l'a conduit à cet acte affreux. Les autorités ont refusé de confirmer ces conjectures et ont fait savoir qu'on avait affaire à un cas pathologique. L'annonce officielle rapporte que CHK n'a pas pu donner d'explication rationnelle à son acte qui était, dans son essence, gratuit. Enfin, le lieu et les conditions de détention de CHK restent inconnus. Aucune information n'a filtré sur le sort qui l'attend et il n'a pas été jugé opportun de publier sa photo. Probable monologue de CHK, auteur des faits. On entend que le bruit des meubles que l'on dispose dans la pièce, le raclement des chaises sur le sol, des pas, les boutons d'un appareil électronique, enfin, la respiration profonde de quelqu'un près du micro. Pause de quelques secondes. Silence total. Quand je me suis lancé, je n'avais pas la moindre idée de la façon dont je devais m'y prendre. Je n'avais pas de plan. Je n'avais aucun idéal. Le point de départ a été une impulsion, un élan qui m'a poussé à en arriver là. Cela aurait tout aussi bien pu m'emporter je ne sais où.
Il n'y a pas eu de premier jour. Il n'y a pas eu de commencement à proprement parler. Je n'identifie aucune inspiration, je n'ai suivi aucun objectif particulier. La première chose à laquelle j'ai pensé, ou plutôt, non. La première chose que j'ai imaginée, nettement, réellement, ce sont les conséquences. C'est tout. Le retentissement de l'événement à la une des journaux, dans les premières déclarations à la radio, en couverture des magazines, les conséquences. L'acte suspendu au-dessus de la ville, qui se propulse en un raz-de-marée par-dessus les immeubles et les avenues, accroché au plafond de la ville, cloué au nuage. L'acte devenu information, l'acte dont tout le monde parle, l'acte présent partout, tout le temps, l'acte devenu nôtre, le plaisir de pouvoir se l'approprier en secret. C'était la première étape. Aujourd'hui, je puis le dire avec certitude. La première chose qui m'a fasciné était que tout le monde en parlerait, serait au courant, complètement abasourdi, mais que moi seul, je pourrais en jouir. Moi seul, je l'anticiperais. Et chaque fois que quelqu'un en parlerait, chaque fois que moi, je lirais le récit qui en serait fait, le moindre détail, tout contribuerait à le rendre plus délicieusement réel. Cet acte serait tout entier à moi, rien qu'à moi. Dans notre ville, il est difficile de considérer qu'une chose vous appartient bel et bien. Vos succès se partagent entre vous et ceux qui se les approprient. Les échecs, personne ne les possède, car ils sont rarement acceptés. D'un coup, il ne reste rien qui vous appartienne sans partage, sauf peut-être une ultime illusion, un acte réalisé en toute conscience. J'avais très peur qu'on interprète mal mon acte. Cela m'a fait reculer à maintes reprises et remettre mon geste à plus tard. Je ne voulais pas être stigmatisé comme un criminel monstrueux de plus, un fou, fascinant, un dément, un stéréotype commode. Notre ville possède en tout et pour tout un monument, un point de repère unique qui, pour cette raison même, remplit de multiples fonctions. Il n'existe alentour aucun autre jalon identifiable. Et si ce lieu de mémoire venait à manquer, lui dont nous pensons tous qu'il nous appartient de droit, alors nous aurions le sentiment de vivre dans un monde étranger, artificiel, dans un jeu de société peut-être, ou au fond d'un aquarium. Les lumières dans notre ville sont colorées, jaunes et orangées. Notre ville est flegmatique. Mais il lui arrive d'être impatiente, tout comme nous. Tantôt elle sait où elle va, tantôt elle erre, en titubant. Notre ville et nous ne faisons qu'un. Là où nous allons, nous l'emmenons dans nos poches. Et s'il nous arrive de fatiguer, nous la posons à terre, là où nous sommes, et nous entrons en elle. Nous nous blottissons en elle et vivons enfermés dans ses entrailles. Au sein de son corps chaud et aride, nous fredonnons pour nous-mêmes toujours les mêmes chansons, encore et encore. Il est très important d'être clair sur ses motivations. Je n'avais pas l'intention de faire du mal. Non, je n'avais pas l'intention de faire du mal. Je ne voulais pas détruire. Ce n'était pas mon but, de détruire. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Il n'y a que l'illusion de l'action spontanée. Seuls les actes ont un sens. Je n'ai pas de message à transmettre. Simplement, ça m'appartient. C'est tout. Cet acte m'appartient. Il semble hésiter pendant un moment et le fil de son récit s'interrompt. Il se met à réfléchir tout haut, comme s'il se parlait à lui-même. Dans notre ville, chacun a ses propres parcours. Je devrais dire son propre parcours. Chaque fois que je traverse une rue, c'est la même chose, c'est la même hauteur. Je monte et je descends les escaliers, 13 marches par étage, 4 pas pour le trottoir, 2 à chaque fois que je monte dans le bus, encore 2 pour descendre, 4 pas pour le trottoir d'en face, 20 jusqu'à la porte. Tout ici a l'air distant d'une enjambée. Les quartiers se donnent la main. Ils forment une chaîne ininterrompue de maisons qui ont l'air de s'appuyer les unes contre les autres. Une rue passe le témoin à la suivante, il n'y a que le nom qui change. Cette continuité n'a rien de très particulier, elle ne me surprend pas. Il n'y a pas qu'ici que ce phénomène se produit. Simplement ici, tout n'est distant que d'un seul souffle. Et du coup, celui qui vit ici a l'impression qu'en 3 enjambées, il peut voir toute la ville.
Et l'horizon disparaît si souvent derrière les immeubles qu'on croit qu'il suffit de franchir la porte pour faire le tour de ce petit monde aussi facilement qu'on trace un cercle autour d'un carré. Mais il n'y a pas que l'espace qui se mesure en nombre de pas. Le temps, lui aussi, donne l'illusion qu'on peut le franchir facilement d'une seule foulée. Cette sensation n'a rien de très particulier, elle ne me surprend pas. Il n'y a pas qu'ici que ce phénomène se produit. Si seulement il n'y avait pas ce soleil impitoyable, la poussière qui vous enveloppe, est si épaisse qu'on pourrait la tenir dans sa main. S'il n'y avait pas la chaleur qui rend si difficile le moindre pas, ici tout vous emprisonne dans la lumière. Il continue, lentement, comme s'il essayait de se rappeler quelque chose d'enfoui dans le passé. Tout est parti d'un constat. Le point de notre ville se dresse en son sommet. Il se tient droit au centre et nous l'éclairons pour éviter qu'il n'échappe à notre regard ne serait-ce qu'un instant. Le point de repère de la ville est de genre masculin. Il porte un nom, mais nous l'avons personnifié. Nous disons « regarde-le » ou « je l'ai vu » ou encore « près de lui » ou « sous son ombre » et ainsi de suite. Tout petit déjà, je le voyais régner sur le monde depuis là-haut. J'entendais tout le monde vanter sa beauté, dire combien il est aérien et harmonieux, combien il s'accorde magistralement avec le paysage et transcende les dimensions humaines. Tout le monde affirme que c'est un chef-d'œuvre. Il symbolise ce qu'il y a de plus élevé et de plus sublime. Qui l'a conçu? Cela n'a plus d'importance à présent. Il existe et cela suffit. Les gens ne profitent pas de la valeur de ce qu'ils possèdent ici. Dans cette ville, rien ne nous appartient, la propriété n'existe pas. Quant à la fierté de l'avoir chez nous, même ce sentiment-là ne nous appartient pas, nous l'empruntons à d'autres. Combien de fois suis-je monté le voir de près pour l'étudier? C'est une chose à laquelle nous ne nous habituerons jamais. Quand nous montons près de lui, nous lui jetons des regards furtifs, puis nous tournons les yeux vers la ville qui s'étend à nos pieds, et cela nous met de mauvaise humeur, car elle est indigne de lui. Et nous aurons beau faire, nous ne parviendrons jamais à être dignes d'un tel chef-d'œuvre. Combien de fois ai-je gravi les marches qui conduisent à lui? Je faisais celui qui n'a jamais rien entendu à son sujet, j'oubliais tous les éloges qu'on lui avait discernés, et je le mettais à l'épreuve. Je disais, voilà, j'y suis, séduis-moi. Nous sommes seuls, toi et moi, ici, enveloppe-moi de ton charme. Il n'a pas réussi. Je l'ai revu 100 fois, 1000 fois. En toute saison, à toute heure du jour et de la nuit, j'ai vu le soleil jaillir de son ventre, je l'ai vu renfrogner, embrumé de nuages, éclairé par les projecteurs qui gorgeaient son auréole d'une lumière orangée. Je lui ai laissé toutes les chances qu'il m'a demandées, et avec tout cela, il a échoué. Il se produit avec lui ce qui se produit souvent avec les représentations idéales que nous affectionnons tant. Vous ne cessez d'entendre dire combien il est parfait. Tout le monde répète à l'envi qu'il n'a aucun défaut. Tout le monde l'adore. Vous ne comprenez pas. Vous demandez des explications et eux, ils vous resservent le même dithyrambe lassant. Aucune ambiguïté possible. Vous finissez par y croire, vous aussi. Même si vous hésitez encore un peu, tôt ou tard, votre voix se joint au cœur des éloges. Parce qu'il est difficile d'exprimer un avis dissonant quand tout le monde est d'accord. Et si tout le monde laisse entendre qu'il est le meilleur, vous finissez par vous rallier à la majorité parce que vous ne supportez pas qu'on vous range parmi les ignorants, les crétins ou les réactionnaires. Vous vous mettez donc, vous aussi, à forger le mythe. Et non seulement vous finissez par y croire, mais vous en devenez un ardent défenseur, comme nous tous. Il suffit de regarder notre ville attentivement, les immeubles, les quartiers, nous-mêmes, les crachats par terre, la mauvaise odeur d'un corps qui transpire, les jurons, l'air sec, la ville, notre territoire, 2 ou 3 mètres carrés chacun. Certains l'aiment parce qu'il est simple, léger, pur, sans fioriture, mais où sont-elles la simplicité, la légèreté, la pureté, l'élégance dans leur vie? Si la beauté n'est pas une valeur qu'ils respectent, comment peuvent-ils l'aimer parce qu'il est beau? Pourquoi ne recherchent-ils pas la beauté en eux, dans leur environnement immédiat? Pourquoi sont-ils incapables de comprendre la beauté? Pourquoi ne les intéresse-t-elle pas, ne les touche-t-elle pas? La beauté dans notre ville
a depuis longtemps disparu sous les éclairages orangés qui inondent les rues en permanence. La beauté, c'est une affectation et une hypocrisie. Elle est aux abonnés absents, c'est une vertu oubliée. Ici, la fierté n'existe pas. Nous vivons tous avec une grandeur qui n'est pas la nôtre. Beaucoup partagent cet avis, mais ils sont lâches et ils ne l'avouent pas. Finalement, c'est ça mon point de départ. Il n'est pas aussi parfait qu'on le croit. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne me restait rien, car même le peu que j'avais emprunté, je l'avais rendu. Il s'arrête brusquement, puis reprend. Même si notre ville n'a pas de frontières bien nettes, tout suit un ordonnancement strict, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est une vie clairement binaire, ici, là-bas, devant, derrière, droite, gauche, est, ouest, avant, après. Des binômes définis à chaque fois par une frontière aussi ferme qu'incontestable. Une opposition qui découpe la ville en deux, comme un couteau. Tantôt c'est un obstacle qui crée une rupture dans le paysage, ici, là-bas. D'autres fois, c'est la surprise causée par un changement inattendu, avant, après. Pour certains, c'est la cruauté intolérable d'un passé historique, autrefois, aujourd'hui. Et on vous demande chaque fois de choisir votre camp. Sauf que là encore, c'est doublement trompeur. D'un côté, la géographie donne l'impression de négliger les normes, un trottoir qui s'ouvre en son milieu, des places vides bordées par la seule vacuité des lieux, des rues constamment rebaptisées alors que d'autres conservent leur appellation historique un peu désuète, empreinte de nostalgie. Un sentiment de chantier perpétuel, des avenues en terrassement, des immeubles qui changent d'affectation et d'autres dont on a peine à imaginer quel mystérieux usage ils ont bien pu avoir un jour. Ensuite, il y a autre chose, un soupçon qui enserre les promeneurs. Ici, tout relève du passé et en même temps, tout relève du présent. L'histoire, ici, revêt la forme d'un triple refus, d'une insouciance que la ville elle-même semble relayer inlassablement. Je ne me souviens pas, cela ne me concerne pas, je ne connais pas. Il hésite un instant, puis reprend, cette fois, comme s'il lisait un texte. Merci.